7h, 10h. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Et sur Beurre FM, il est 8h02 comme chaque lundi. Le retour d'Azdine Ahmed Chaouch avec la gueule de bois après la défaite malheureusement d'une de nos équipes favorites, l'Olympique de Marseille. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Alors pardon pour les jeûneurs du Ramadan, mais le Kawa est toujours servi. Et actu oblige, il est très corsé ce matin, comme souvent. Mon Kawa sans filtre, c'est le leader de la principale force de gauche, député des Bouches-du-Rhône. Il est coordinateur de la France Insoumise, héritier et fils idéologique de Jean-Luc Mélenchon. Manuel Bompard, vous êtes bien installé, ça va ? Ça va très bien, bonjour à toutes et tous. Et j'ai déjà une première info exclue, je savais ce que vous faisiez hier soir. Vous étiez au foot à l'Urban. Avant de regarder le match. Oui, c'est vrai. Voilà. Ah, vous avez gagné votre match ou pas ? C'est mes sources sont pas, je l'ai vu dans le vestiaire. J'ai gagné mon match, mais celui d'après on l'a perdu. Ouais, mais bon, ils n'ont pas démérité. Mais avant mon Kawa brûlant, évidemment, on a plein de choses, plein de questions à vous poser, des sujets malheureusement tendus. C'est en réalité une question assez simple à laquelle je vais me confronter ce matin. Que fait le parquet de Paris ? Dort-il ? Fait-il la sourde oreille ou estime-t-il qu'un appel à brûler une ambassade, celle de l'Algérie, ce n'est pas assez grave ? Vous l'avez compris, je vais revenir sur l'affaire Louis Sarkozy. Je le rappelle, dans Le Monde daté du 14 février 2025, le fils de l'ancien président de la République a balancé en toute quiétude dans les colonnes du journal, sans que la journaliste ne relève la gravité de sa phrase. Si j'étais aux manettes et que Sonsal était arrêté par l'Algérie, je brûlerais l'ambassade, je stopperais les visas et j'augmenterais de 150% les tarifs douaniers. Alors, cette phrase n'avait pas ému grand monde en France au départ, à part nous sur Beurre FM. On a fait une émission spéciale, on a alerté et bingo, en direct sur notre antenne, SOS Racisme, dévoilé, alerté le parquet de Paris. Et plus récemment, mercredi dernier, nous révélions que l'Algérie, par la voix de son ambassade, portait plainte contre Louis Sarkozy. Alors, un État étranger qui porte plainte contre le fils d'un ancien président français, c'est quand même un fait assez rare. Et d'habitude, ce qui est rare, intéresse les médias. Eh bien non, toujours pas beaucoup de discrétion. Quasi aucune télé, radio, zéro journal dit mainstream n'a repris cette info. Alors je m'interroge moi sur ces raisons. Je veux pas tomber dans le complotisme évidemment, mais je pose ça sur la table. Passons pour les médias. Après tout, chaque rédaction choisit ce qui est important pour elle, mais il y a un acteur qui pour le moment est discret, inactif et pas les moindres, le parquet de Paris. Alors d'habitude rapide, réactif pour ce genre d'infraction, très facilement constatable et qualifiable, et bien là, rien. Dans un monde normal, lorsque publiquement on appelle à brûler un bâtiment, quel qu'il soit d'ailleurs, mais là, plus forte raison, un bâtiment sensible, la justice, par la voie du parquet, ouvre une enquête préliminaire. Je vais être totalement transparent, Kim. J'ai écrit un premier mail le 20 février à 15h36. Il s'agit d'une boîte mail destinée à la presse. Bonjour, je suis Azdine Ahmed Chaouch, je suis poli, journaliste pour Beurre FM, et je souhaite savoir si dans le cadre des propos de Louis Sarkozy relayés par Le Monde du 14 février, et suite à au moins une plainte d'une association, Union algérienne, le parquet avait ouvert une enquête préliminaire. Notre radio a recueilli de nombreux témoignages de Français inquiets eu égard leurs origines algériennes. Merci pour votre lecture, bien à vous. Tu vois, c'est propre, c'est poli. Réponse du parquet le même jour à 18h54. Au début, je suis assez content. Bonjour, nous avons bien réceptionné une plainte qui est en cours d'analyse cordialement. Premier et dernier mail. Voilà, j'ai relancé 6 fois ensuite. Aucune réponse. J'ai même écrit directement sur le mail de la procureure générale de Paris. Ouais, j'ai réussi à voir son mail. Pas de réponse, rien, walou. Alors je veux pas une nouvelle fois tomber dans le complotisme inutile, mais je sais comment la chaîne hiérarchique fonctionne au niveau des parquets. Madame Marie-Suzanne Lequéot, procureure de Paris, a la réputation plutôt courageuse et indépendante. Elle dépend de la chancellerie du ministère, donc le ministère de la Justice. Sa carrière, elle dépend de son ministre de tutelle, c'est aussi simple que cela. Et qui est ministre de la Justice ? Gérald Darmanin, dont la sarcophilie n'est plus à démontrer. Et quand on sait que le mis en cause s'appelle Louis Sarkozy, alors je n'accuse pas, je donne des éléments qui peuvent peut-être jeter le trouble ou éclairer. Alors ce n'est pas un conflit d'intérêts pur et dur, mais imaginez que dans ce milieu si honnête, Nicolas Sarkozy, qui adore utiliser son téléphone à l'époque bismuth pour faire des choses pas très catholiques, passe un coup de fil à son ex-poulain Gérald Darmanin. Ce n'est pas incohérent comme pensée. Alors je mets au défi Madame la procureure générale de Paris, et si vous faisiez votre métier dans cette affaire, et si vous ouvriez une enquête pour ces propos infâmes, publics, dangereux, et jetant encore un peu plus de l'huile sur le feu, Madame la procureure, et si, comme vous l'exige votre mission, vous étiez du côté de la victime et non pas du mis en cause et du délinquant présumé, promis, je vous réécris tout à l'heure. Manuel Bompard, rebonjour. Rebonjour. Alors j'ai pas été sympa avec mes confrères,
journalistes, avec la justice dans cette affaire, mais j'entends aussi peu les politiques dans cette affaire. Chez les filles, ça vous choque pas les propos de Louis Sarkozy ? Si, d'ailleurs, un certain nombre d'entre nous ont évidemment réagi. C'est des propos qui sont inacceptables. Et vous avez raison de dire qu'il y a eu beaucoup trop de silence dans la classe politique française. D'ailleurs, Monsieur Retailleau, qui généralement est toujours très prompt à réagir à peu près à tout, à faire des tweets à n'importe quel moment, il me semble qu'il aurait dû aussi dire que ses propos sont inacceptables. Et je voyais encore samedi soir Monsieur Louis Sarkozy être invité d'une chaîne de télévision, LCI pour ne pas la citer. Peut-être que là aussi on aurait pu lui poser la question de savoir s'il regrettait ses propos, s'il les retirait, s'il avait quelque chose à dire sur ce sujet. Notamment, pardon, je rebondis sur ça, notamment dans une période où on suspend facilement lorsqu'on s'exprime sur l'Algérie. Regardez, suivez mon regard, Jean-Michel Apathy. J'ai bien suivi votre regard, et d'ailleurs je veux dire que là aussi sur ce sujet, évidemment, on a réagi et que la suspension d'antenne de Jean-Michel Apathy de la radio RTL était tout simplement inacceptable et insupportable. Et la justification qu'en a été faite, je ne sais pas si vous avez pu la voir la semaine dernière, par le journaliste d'RTL, Monsieur Soto, était juste incompréhensible et inacceptable aussi. Parce que vous ne pouvez pas dire à la fois il y a des limites dans la liberté d'expression. C'est vrai, il y a des limites dans la liberté d'expression. Ça s'appelle la loi, tout dire, ça s'appelle la loi. Mais en quoi les propos de Monsieur Apathy seraient contraires à la loi ? Ils ne le sont pas. Et donc à partir de ce moment-là, ils sont bien couverts par la liberté d'expression. Vous ne pouvez pas vous réfugier derrière la liberté d'expression pour empêcher de pouvoir tenir des propos qui sont des propos d'ailleurs historiquement vérifiés. D'ailleurs, on a senti l'embarras du côté d'RTL et de Thomas Soto parce qu'on est sur une ligne un peu morale d'ailleurs, pas très pas légale. Pas vraiment d'argument voilà. En vérité, quoi. Oui, et puis il a le collège, enfin il a les historiens face à lui de manière assez unanime qui expliquent que ce qu'il dit est vrai. Alors évidemment, il dit de manière punchy, il veut choquer. C'est aussi le rôle d'un journaliste, peut-être. Franchement, moi, Jean-Michel Apathy, il n'a pas toujours été très gentil avec la France insoumise. Et pour autant, je peux vous le dire, je trouve que le sort qui lui a été réservé est inacceptable. Et je pense que c'est une bonne leçon de choses, d'ailleurs, que parfois, il faut être capable de soutenir des gens, même quand ils n'ont pas été souvent très sympathiques avec nous. Dans le même sujet, Bruno Retailleau qui menace de démissionner si la France ne renégocie pas les accords de 1968. Vous en pensez quoi de cette menace de... Enfin, ils se sont tellement indispensables, on a l'impression que pour lui, la menace serait une catastrophe pour la France. Moi, j'aimerais bien, je dis franchement, si M. Retailleau quitte le gouvernement, je pense que ce serait une très bonne nouvelle. Ce serait une bonne nouvelle pour la France, parce que depuis que M. Retailleau est ministre de l'Intérieur, on voit bien à quel point il utilise à peu près n'importe quel prétexte pour essayer de monter les Français les uns contre les autres. Il a eu des propos qui sont des propos inqualifiables. Avant d'être ministre, il a parlé de Français de papier, comme s'il y avait en France une partie des Français qui en quelque sorte ne seraient pas vraiment français ou ne seraient pas totalement français. C'est des propos qui sont inacceptables. Je me rappelle qu'au moment des révoltes populaires après la mort de Naël, Monsieur Retailleau avait dit il y a un certain nombre de Français qui sont je cite, en régression vers leurs origines ethniques. Il avait dit, ce sont des propos qui sont des... Oui, il avait dit ça, vous pourrez le vérifier. Ah oui, ce sont des propos qui sont des propos tout simplement racistes, il faut dire le mot. Et donc que cet homme soit ministre de l'Intérieur, pour moi, en quelque sorte, ça abîme l'image de la France. Quant à la dernière période et la dernière séquence, cette manière de créer un climat de tension, d'escalade, de surenchère permanente avec l'Algérie est vraiment totalement irresponsable. Et je pense que nos peuples, le peuple français, le peuple algérien, ils ont envie de vivre en paix les uns avec les autres. Ils n'ont pas envie de vivre en se regardant en défiance, en se regardant avec du mépris, en se regardant avec parfois même de la haine. Et M. Retailleau contribue à ce climat de manière inacceptable. Et après, si vous voulez quelque chose d'un petit peu amusant, que souvent j'essaye de leur répliquer dans un contexte qui ne l'est pas, j'en ai bien conscience, c'est que M. Retailleau est un ignorant par ailleurs, parce que si la France décidait de révoquer de manière unilatérale les accords de 1968, comme il le propose, il faut savoir que si la France décidait de les révoquer de manière unilatérale, ce seraient donc les accords précédents qui s'appliqueraient. Les accords précédents, ce sont les accords d'Évian qui prévoient la libre circulation des Algériens et des Français sur l'ensemble du territoire entre la France et l'Algérie. Vous êtes en train de dire, c'est encore une manière de
quoi de parler de ce sujet parce que sur les autres sujets, on est impuissant en France. C'est un coup de com', mais c'est pas qu'un coup de com', parce que c'est un coup de com' qui blesse. C'est un coup de com' qui pointe, qui stigmatise, qui laisse entendre qu'en quelque sorte les ressortissants algériens auraient des privilèges quand ils viennent en France. Et tout ça a été largement documenté. C'est pas du tout le cas. Sur certains sujets, sur certaines dispositions, il y a des dispositions qui peuvent être plus favorables à des ressortissants algériens en France, mais sur d'autres sujets, il y a des dispositions qui sont moins favorables. Donc cette manière, et puis c'est le résultat de l'histoire aussi, de notre histoire. Donc je trouve Monsieur Retailleau est un irresponsable qui fait beaucoup de mal en fait à l'unité du peuple. Et moi, j'essaye toujours de défendre l'unité du peuple. Et justement sur ce sujet, j'ai entendu une phrase qui revient souvent. D'ailleurs, je crois que la dernière fois que je l'ai entendue, c'est Michel Onfray qui a dévié totalement à l'extrême droite. Cette phrase, c'est dire, pardon, le danger aujourd'hui, il vient pas de la Russie, mais il vient de l'Algérie. J'ai vu cet élément de langage là qui ressort en boucle. C'est insupportable. J'ai vu Marine Le Pen dire le danger ce n'est pas la Russie, c'est l'islamisme. Oui, Marine Le Pen c'est islam tout le temps sur tous les sujets. Non, le danger pour la France aujourd'hui, c'est les difficultés sociales. Le danger pour la France, c'est cette manière de fracturer le peuple. Le danger pour la France aujourd'hui, c'est la montée de l'extrême droite. Le danger pour la France, c'est d'essayer de trier, de classer les Français en fonction de leur origine, de leur couleur de peau. Ça, c'est le danger pour la France. Et ces gens-là, Madame Le Pen, Monsieur Onfray, Monsieur Retailleau, en vérité, ils ont rien de républicain, ils ont rien de ce qu'est l'histoire de France, à essayer en permanence de nous diviser. Et voilà, nous on essaye de lutter contre ça, de résister face à ça. Je dis pas qu'on fait tout bien, mais je dis pas qu'on fait tout bien, mais je pense qu'on a besoin, nous les Français de manière générale, quelles que soient leurs origines, de nous mobiliser justement pour l'unité contre tous ceux qui veulent nous diviser et nous fracturer. Et de ce point de vue-là, j'en profite. Samedi, il y a une grande marche contre le racisme, contre l'extrême droite. C'est la deuxième partie après la pub, parce que c'est le ramadan, faut manger, c'est le cas de le dire, même si on fait le jeûne. Alors, pas tout de suite, hein. Voilà, non, expression. Si les mecs, imagine, ils écoutent tellement la radio, ils mangent. Alors, je ne suis pas le muezzin. Attendez, Imam Abdelali Mamoun sort de ce corps. Merci beaucoup. Imam Ahmed Chaouch. Notre invité ce matin, Manuel Bompard. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, mais tout à l'heure, on a déjà quand même évoqué des gros sujets, mais vous appelez avec des associations à une marche samedi prochain contre l'extrême droite et ses idées. Alors déjà, première question, est-ce qu'une marche c'est suffisant ? C'est jamais suffisant évidemment, mais il faut bien faire des choses, il faut bien apporter une réponse à un climat qui est quand même, je pense, beaucoup de gens, à mon avis, qui nous écoutent le ressentent, qui est un climat de plus en plus oppressant, de plus en plus inquiétant. On a évoqué tout à l'heure la multiplication des propos insupportables de Retailleau et d'un certain nombre de membres du gouvernement. Je vous rappelle que Monsieur Bayrou voulait ouvrir un grand débat autour de l'identité nationale, la remise en cause, y compris du droit du sol qui était dans les cartons. On a assisté il y a quelques semaines à des scènes qu'on pensait ne jamais voir en France, de groupuscules nazis dans Paris qui crient Paris est nazi, qui poignardent des gens. Bref, malheureusement, le contexte international est aussi dominé par ça, avec l'émergence de Trump aux États-Unis et d'une forme d'international fascisme. Je pense que tous ces éléments-là, ils nécessitent une réaction populaire, et c'est l'objectif de ces manifestations qui vont avoir lieu samedi. Il y en a déjà dans plus de 100 villes en France, sont à l'appel de syndicats, d'associations, de collectifs, et puis la France Insoumise les soutient évidemment. Et moi, je vous invite toutes et tous à y participer, parce que je crois qu'il faut se faire entendre, je crois qu'il faut réagir. On peut pas laisser ce climat s'installer sans donner l'impression qu'il y a des gens en France qui ne l'acceptent pas et qui veulent dire stop. C'est fou de se dire qu'aujourd'hui, manifester contre les idées d'extrême droite, c'est presque devenu... alors je dis pas marginal, mais on se sent pas dans le camp à la mode. Vous voyez ce que je veux dire, ou dans une espèce de... Avant c'était presque logique, on se dit on va faire sa manif, on va dire avec des idées humanistes. Voilà, c'était un peu un passage obligé pour plein de personnes, des étudiants, quand on a envie de défendre des idées. Aujourd'hui, certains s'excuseraient même peut-être d'être dans ce camp-là. Non, je sais pas si vous sentez. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Voilà. Je comprends ce que vous voulez dire. Après, je pense qu'il faut pas non plus mélanger ce qui peut être le centre de gravité de l'espace politique et médiatique et le centre de gravité du peuple. Moi, je crois pas qu'en France il y ait une majorité des Françaises et des Français qui soient acquises à ces idées, qui soient acquises à la division, qui soient acquises à la stigmatisation. Et je pense que notre devoir, justement, c'est de pas nous laisser intimider.
par ce centre de gravité médiatique extrêmement oppressant. Et c'est pourquoi on a besoin de moments comme ça, de rassemblements populaires. Pourquoi on a besoin de montrer qu'on a envie de vivre ensemble. Évidemment, on peut avoir des débats, évidemment, on peut avoir des désaccords. Mais quand on en vient à pointer une personne en fonction de son origine, de sa confession religieuse, c'est plus un désaccord. C'est inacceptable tout simplement, et on veut pas de ça en France. Voilà, je pense, les messages qu'on a envie d'envoyer tous ensemble, et j'espère qu'on sera nombreuses et nombreux samedi dans la rue. Alors, ce message a quelque peu été un peu brouillé, parce qu'il y a eu l'affaire dans l'affaire. Vous avez diffusé une photo, la France Insoumise, de Cyril Hanouna, jugé antisémite. Alors, ça serait une espèce de calque d'un tract antisémite d'antan. Et encore une fois, une polémique vient polluer un message fort. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette polémique sur les accusations d'antisémitisme ? Je réponds ce que j'ai déjà répondu à de nombreuses reprises. C'est que, évidemment, que la France Insoumise ne fait pas des visuels antisémites, et que, évidemment, la France Insoumise ne cible pas, ne vise pas des individus en fonction de leur religion, de leur origine ou je ne sais quoi. Et que si Cyril Hanouna était sur ce visuel, c'est évidemment pas en raison de sa religion, mais évidemment en raison des positions politiques qu'il a prises. Parce que oui, Cyril Hanouna aujourd'hui fait partie des figures médiatiques qui contribuent à relayer les idées de l'extrême droite. Vous savez, quand vous avez sur son émission plus de 50% des invités qui sont des invités d'extrême droite, je pense que ce n'est pas excessif de dire que Cyril Hanouna est un relais des idées de l'extrême droite aujourd'hui. Et donc ce visuel, puisque certains ont essayé de le comparer avec des images antisémites, on l'a retiré parce que l'objectif c'était bien sûr pas de laisser libre cours à cette interprétation qui était évidemment pas notre intention. Donc là vous dites on a fait une erreur, mea culpa, c'est... Je dis puisque ce visuel a été ensuite comparé à des visuels antisémites, c'est sans doute qu'il fallait pas le publier. Maintenant, c'est fait comment, qui a pris la décision, parce que souvent, on a du mal à savoir. Je vais pas aller. Vous voulez pas mettre en cause la personne qui a fait. Bon, je pense que voilà. Non, mais c'est assez centralisé quand même chez vous, non ? Oui, mais je pense que tout le monde peut comprendre que quand il y a un manque de vigilance, il est collectif. Faut en assumer la responsabilité. Maintenant, une fois ceci dit, je suis pas naïf et je suis pas dupe sur la manière avec laquelle les accusations en antisémitisme aujourd'hui sont instrumentalisées pour tenter de disqualifier la France Insoumise depuis maintenant des semaines et des semaines, et pas seulement la France Insoumise. En gros, toutes celles et ceux qui parfois ont pris des positions qui pouvaient être des positions critiques vis-à-vis du gouvernement, y compris en matière de politique internationale, toutes celles et ceux qui ont dénoncé ce qui se passait à Gaza, toutes celles et ceux qui ont dit c'était pas normal que la France laisse faire sans réagir, ont tout de suite subi le rayon paralysant de l'accusation en antisémitisme. Et je pense qu'en faisant ça, en vérité, malheureusement, ceux qui le font beaucoup de mal à la lutte nécessaire et légitime contre l'antisémitisme. Parce que si vous inventez des antisémites là où il n'y en a pas, alors vous pouvez pas vous concentrer sur les vrais antisémites. Donc je trouve que cette manière de faire est extrêmement dangereuse. Elle est blessante, stigmatisante. Elle va totalement à l'encontre de Pour vous, c'est un talon d'Achille, ce reproche quand même. Et d'ailleurs, ça fissure un peu la gauche avec ces accusations. C'est surtout blessant parce que vous savez, les militantes et les militants de la France Insoumise, c'est des gens qui, dans leur histoire, se sont toujours mobilisés contre toutes les formes de discrimination, de racisme, de stigmatisation, et ils ont ça chevillé au corps. Et donc voir à la télévision qu'on essaye de les faire passer pour ce qu'ils combattent, c'est quelque chose de blessant. Voilà. Maintenant, malheureusement, vous savez, dans le contexte dont on est en train de parler, je pense que la conflictualité, elle est inhérente à cette bataille politique. Donc on vit avec, on laisse brère et on avance. Puis là, ils vont dire, il est venu sur Beurre FM, il fait du clientélisme. Oui, voilà. Bon. Oh là là, il est venu prendre des voix. Vous voyez bien, donc... des fois, je pense que qui parle. Moi, je sais pourquoi j'agis, je sais au nom de quel principe, au nom de quelle valeur, au nom de quel programme j'agis, et je continuerai à le faire. Et ceux qui essayent de nous intimider, de nous faire taire, je veux leur dire franchement, vous pouvez vous lever de bon matin si vous pensez que vous allez nous faire peur. Dans le prolongement de ce que vous dites, pour lutter contre l'extrême droite, il faut... C'est mathématique, une gauche forte. Et la gauche, aujourd'hui, elle semble fissurée, voire totalement fracturée. Par exemple, Raphaël Glucksmann, alors, il a dit qu'il était certain de ne pas vouloir faire campagne avec vous pour la prochaine présidentielle. Il semble déjà candidat, il est déjà dans les starting blocks, lui, ça semble limpide.
L'équation elle semble quand même complexe, hein. C'est-à-dire comment avoir une gauche forte quand on va dire les deux courants semblent irréconciliables. Écoutez, en 2022, à la dernière élection présidentielle, il y avait 5 ou 6 candidats de gauche. Et ça n'a pas empêché la France Insoumise, derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon, de faire 22% des voix. Et il nous a pas manqué beaucoup pour nous qualifier au second tour. Donc moi, j'ai toujours dit, et ça a toujours été la position de la France Insoumise, l'union, c'est le chemin le plus court pour remplir nos objectifs. Mais pour pouvoir s'unir, il faut d'abord être d'accord, et puis il faut avoir des gens qui veulent bien s'unir avec vous. Donc si Monsieur Glucksmann veut faire sa démarche solitaire, tout seul dans son coin, et fracturer, et diviser la gauche, c'est son problème, je le regrette. Nous, on continuera à essayer de faire grandir la force politique, la France Insoumise, mais au-delà, toutes celles et ceux qui veulent défendre les mêmes idées que nous, pour le pouvoir d'achat, pour l'égalité, contre le racisme, pour la transition écologique, pour la démocratie, pour des relations internationales qui soient pacifiées. Tous ceux qui ont envie de défendre ces principes-là, ces valeurs programmatiques, ils sont les bienvenus pour le faire avec nous, qu'ils soient membres de la France Insoumise ou pas d'ailleurs. Et ce rassemblement-là, autour d'un programme, on continuera à le faire vivre, évidemment. Et LFI aura un candidat ou pas? C'est officiel ou pas? Il y aura un candidat 100% LFI, ou alors même ça vous dites s'il est trop tôt? Nous on a dit les choses de manière très simple il y a quelques mois. On a dit que nous on aspirait à une candidature qui puisse être une candidature commune avec d'autres, mais qu'on considérait que la France Insoumise avait la responsabilité dans ce cadre-là de proposer une candidature. Pourquoi? Parce que la France Insoumise, je le disais, elle a fait 22% des voix à la dernière élection présidentielle. Tous les autres partis de gauche ont fait moins de 5%. On considère qu'on a quand même une légitimité, une responsabilité à proposer une candidature. On a le groupe parlementaire à l'Assemblée nationale avec le plus de députés. L'essentiel des campagnes qui ont été faites ces dernières années, je pense à la campagne législative de 2022, à celle de 2024, se sont fait très largement autour du programme, un programme très proche du programme de la France Insoumise. Donc je pense que la France Insoumise aujourd'hui elle a une position de centralité à gauche qui lui donne la responsabilité d'incarner une candidature. Mais si d'autres veulent travailler avec nous à une candidature commune, évidemment qu'on est favorable à cette optique, et le message est passé. Jean-Luc Mélenchon, c'est fini ou il va s'accrocher et peut-être encore faire... Mais pourquoi vous dites s'accrocher par rapport à l'âge, là, il en a déjà fait 3, je veux dire, ça s'appelle s'accrocher, la 4e. Non, s'accrocher, en Algérie, quand il y a eu l'ancien président qui s'est présenté une 4e fois, ça avait fait tout un pataquès. Je me permets de poser une question. Non, mais vous avez tout à fait le droit de poser une question. Mais s'accrocher, non. La question, je crois que Jean-Luc Mélenchon, il a été d'ailleurs assez clair sur le sujet. Il a dit, moi, j'aspire à être remplacé. C'est les termes qu'il a employés. Et donc la France Insoumise, elle... C'est du Mélenchon, hein, c'est subtil. J'aspire à être remplacé. Il faudrait presque qu'il y ait un talent de mon niveau pour que je sois remplacé. C'est un peu... Non ? Oui, mais en même temps, vous savez, un candidat à l'élection présidentielle, ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Hein, donc, pardonnez-moi, mais est-ce qu'il pensait à vous quand il disait ça, puisque tout à l'heure vous avez Asdine a introduit en disant que vous étiez le fils spirituel. Ah oui, c'est vrai, c'est vraiment enfin, moi c'est le chouchou. On l'appelle chouchou. Je vous remercie d'avoir utilisé cette expression parce que je la trouve personnellement plutôt gratifiante. Mais vous savez, à la France Insoumise, on essaye de faire émerger d'autres figures et c'est une démarche qui est une démarche collective. Peut-être que j'en fais partie, mais il y a Mathilde Panot qui est présidente du groupe parlementaire, il y a Clémence Guettet qui est députée du Val-de-Marne et il y en a d'autres. Hein. Je cite celle-là, mais il y en a d'autres et le travail auquel a contribué d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça que vous reprenez un peu sur le terme de votre question, parce qu'on peut sans doute lui faire des reproches comme à tout le monde, mais Jean-Luc Mélenchon a quand même contribué à faire émerger aussi cette nouvelle génération politique. Et ça, je pense qu'on peut aussi lui reconnaître. Et donc, je pense qu'on est dans une démarche collective d'essayer d'identifier le moment venu, quelle est la candidature la plus performante. François Ruffin, vous êtes fâché avec lui ? Mais François Ruffin, il a quitté la France Insoumise, donc puisque vous me posez la question du point de vue d'une candidature de la France Insoumise, il peut évidemment pas correspondre à cette description. Donc non, la France Insoumise, elle décidera à ce moment-là. Ça peut être évidemment la candidature de Jean-Luc Mélenchon si on considère à ce moment-là que c'est la candidature la mieux placée. Ça peut être une autre. Si l'élection présidentielle devait avoir lieu dans quelques semaines, je pense que Jean-Luc Mélenchon serait encore aujourd'hui la candidature qui serait la candidature la plus légitime, la plus pertinente. Alors sortons du champ de bataille politique pour malheureusement aller sur le champ de bataille réel. Parlons un peu d'Ukraine. Vous refusez une défense commune européenne, si j'ai bien compris. C'est pas un peu dangereux comme position ?
quand on sent le belliqueux Poutine presque à nos portes. Alors, je sais pas si j'exagère en disant ça, mais vous allez me dire peut-être que oui. Je pense que oui, enfin en tout cas, je sais pas si vous exagérez en disant ça, mais je pense que dans le débat médiatique, il y a quand même une forme d'exagération dont la motivation, il faut bien la comprendre. C'est ensuite essayer de venir nous imposer des réformes, comme ils disent, qu'on ne veut pas. Regardez, hier, le Premier ministre François Bayrou dit vu le contexte international, on peut plus parler de la retraite à 62 ans. Comme si... Et donc, une manière d'utiliser la situation internationale un peu comme un prétexte. Donc ça, c'est juste pour préciser ce point-là. Ensuite, nous, on dit une chose très simple. On dit il faut créer les conditions d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine le plus rapidement possible, qui doit être une paix juste. Ça peut pas se traduire par le fait que l'Ukraine abandonne tout. Et donc... Ça, c'est la position de Trump, on va dire. En quelque sorte. Et donc, la France et l'Union européenne doivent créer les conditions de cet accord de paix juste et durable. Malheureusement, par sa position, la France est un peu disqualifiée, elle est hors jeu un peu des négociations, elle n'y participe pas aujourd'hui. Quant à la question de l'Europe de la défense dont on parle, nous on dit que aujourd'hui c'est assez hypocrite parce que vous avez l'essentiel des pays européens qui continuent à se tourner vers les États-Unis, qui continuent à acheter des armes aux États-Unis, et pour avoir une politique d'Europe de la défense, il faut quand même qu'il y ait une unité politique en matière de politique étrangère au niveau européen, et aujourd'hui ça n'existe pas. Vous êtes pour un non-alignement, ça? Nous, notre position, c'est non-aligné. Parfois, on dit oui, la France insoumise, vous êtes pro-Poutine. Mais non, nous, on n'est ni Trump, ni Poutine. C'est assez simple, on est pour la paix. Vous êtes devenu gaulliste, quoi? On a toujours été dans cette filiation. J'avais beaucoup de choses à reprocher, évidemment, à Charles de Gaulle, au général de Gaulle. J'étais pas beaucoup d'accord avec lui en matière de politique intérieure en particulier. Mais c'est vrai qu'il défendait l'idée d'une France qui soit une France non alignée, qui soit une France qui soit pas directement ou obligatoirement liée aux intérêts américains, et qui a su faire entendre sa voix. Et vous savez, ça dépasse un peu les frontières politiques. Je me rappelle de la guerre en Irak, où je crois qu'on était nombreux en France à être assez fiers de la position de la France à l'époque, qui consistait à dire non, nous on n'est pas pour la guerre, et la France avait su en faire entendre sa voix à l'époque. Et là, la voix de la France, on l'entend pas. Et d'ailleurs, vous me tendez à perche, j'avais même pas pensé à cette question, on m'en parlait de candidat tout à l'heure. Est-ce que à gauche, le vrai candidat, c'est pas Villepin? Après, Dominique de Villepin a eu sur un certain nombre de sujets internationaux des positions qui étaient des positions qui faisaient du bien, parce que parfois on avait l'impression sinon d'être un peu seul à les défendre. Je pense évidemment à la situation et au génocide en cours à Gaza, où je pense que Dominique de Villepin a été courageux, et heureusement qu'il était là, parce que à droite il y en avait pas beaucoup. Pour autant, après, Dominique de Villepin, ça reste un homme de droite en matière de politique intérieure. Moi, je fais partie de cette génération qui a commencé à faire de la politique contre le CPE. Personnellement, je l'ai pas oublié. Et en disant ça, je cherche pas à avoir des propos désobligeants à son égard. Je trouve que sa voix, c'est bien qu'elle soit entendue, mais pour autant, ça veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Il n'aura pas encore pris la carte de la France insoumise. Mais après, il est le bienvenu s'il veut, mais il va falloir qu'il fasse quelques efforts. Ça ferait une belle rencontre, Mélenchon-Villepin. Si vous voulez la faire ici, vous êtes les bienvenus, ça nous fera un coup. Et pour finir, on parlait de Marseille tout à l'heure, vraiment, je sais que le jingle est parti. On parlait de Marseille, vous êtes député là-bas, dans les Bouches-du-Rhône, dans une belle circonscription du centre, on peut dire. Le centre, oui, le centre et le début des quartiers nord, on va dire. Ça va jusqu'à la Belle de Mai à Marseille, pour ceux qui connaissent. Donc magnifique pour ceux qui veulent habiter à Marseille. Non, pas tous, parce que ça fait monter l'immobilier. Et est-ce que vous serez candidat à la mairie de Marseille? Parce que ça y est, là, je vois que chacun commence à avancer ses pions, naturellement. Vous êtes là-bas. Non, nous, d'abord, on n'a pas désigné nos candidats à ce stade. N'hésitez pas. Moi, aujourd'hui, c'est pas mon état d'esprit. Je pense qu'il y a d'autres figures à la France Insoumise à Marseille qui peuvent porter, par exemple, on procédera en quelque sorte à la désignation de nos chefs de file dans quelques semaines. On l'a pas fait encore pour l'instant. En tout cas, la France Insoumise, elle dira son mot à Marseille. Elle participera aux élections municipales. Elle portera un certain nombre de propositions avec sa liste, programmatiques. Elle sera pas avec le maire Payan ou de toute façon, le maire Payan a dit qu'il n'était pas question de travailler avec la France Insoumise. Après, la France Insoumise, elle sera peut-être avec d'autres aussi. Il y aura peut-être d'autres formations politiques avec nous. Mais en tout cas, on a des choses à dire aux élections municipales à Marseille. Vous savez, la situation des écoles qui était quand même
parmi les grands sujets de préoccupation. Malheureusement, ça n'a pas avancé suffisamment. Un certain nombre de promesses qui avaient été prises pendant la campagne des élections municipales à Marseille. Je pense par exemple à revenir en régie publique, en remunicipaliser les cantines, par exemple, n'ont pas été suivies d'effet. Donc nous, on a des choses à dire sur ce sujet. J'ai pris juste 2 exemples parce que c'est pas l'objet de notre discussion aujourd'hui. Et ces choses-là et ces propositions-là, faut bien qu'elles soient apportées. C'est déjà un programme. Allez, vous pouvez le dire. Non, c'est quelques premières pistes d'un programme, mais on présentera un 2026. programme en temps voulu. Vous inquiétez pas. Ça arrive vite. On travaille. On est au travail et quand ça sera le moment, on le fera. Merci pour ces réponses, Manuel Bompard, qui était donc notre invité pour le Grand Chaos. Il a dit plein de choses. Hein. Ah bah oui, là va falloir bosser avec le community manager. Là, faut que je lui dise, il y a ça, il y a ça. Il est à l'affût. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM.